Allô, allô! Comment ça va tout le monde? Re-bienvenue à une belle journée aujourd'hui. On va lire, on va avoir du fun, on va analyser de manière matérialiste les événements historiques du Québec. Et hier, écoutez, on s'est rendu à la page, en fait non, avant-hier, on s'est rendu à la page 61. Alors, on avait déjà commencé le chapitre 3. Donc, si vous voulez seulement écouter, je vais falloir aller fouiller dans ce qui s'est passé à mon stream numéro 9, je crois, pour pouvoir prendre le début de ce car là, on est rendu à la page 61. C'est magnifique. Alors, sans plus tarder, allons-y, camarades. Quelques exemples suffiront à indiquer de quel poids pèsent les intérêts financiers de firmes multinationales lorsque le gouvernement canadien essaie de prendre des décisions conformes à l'intérêt national. Ainsi, lorsqu'en 63, une commission propose au gouvernement fédéral de taxer à 40% les insertions publicitaires parce que cette dernière pratique une politique du dumping, entre guillemets, le projet est approuvé successivement par Diefenbaker, puis par Pearson, mais avant que la décision puisse être menée à terme, John F. Kennedy téléphone à Pearson pour lui mettre le marché en main. Ou bien les publications du groupe Time Life et le Reader's Digest seront exemptes de cette taxe de 40%, ou bien les États-Unis couperont le crédit de 420 millions de dollars destiné à la firme Canadair de Montréal. Et voilà, c'est ça le leverage qu'on joue. Je pense qu'on en a parlé au dernier stream. Et cela ajoute Kennedy jettera 16 000 16 000 chômeurs sur le pavé. À la suite d'une autre tentative d'Ottawa en 67, le président Johnson intervient auprès du gouvernement canadien pour le menacer de représailles économiques si Ottawa ne renonce pas à une nouvelle loi sur le contrôle des banques qui, bien entendu, s'applique aussi aux banques américaines établies au Canada. La politique actuelle du gouvernement fédéral concernant les effets de l'économie américaine sur le Canada. Oh, et avant de continuer, regardez ici l'impact qu'est sur notre démocratie que de donner du contrôle de nos marchés sur des gouvernements étrangers. On peut penser à la vente ou à l'arrêt du gouvernement Trudeau de l'achat de nos puits de pétrole sable bitumineux au Canada par la Chine. On peut aussi faire un lien avec Duplessis dans les années 40-50 qui a voulu en fait vendre les matières premières au gouvernement américain pour de l'exploitation extérieure, pour éviter qu'il y ait une urbanisation, comme on l'avait vu dans les derniers streams qu'on a fait ensemble, dans les dernières lectures. Donc, c'est pas dans un silo que de donner ce contrôle-là au gouvernement étranger. Ça a des vraies conséquences réelles sur notre économie et notre capacité de patauger. On comprend aussi les intérêts petits bourgeois québécois qui regardent leur contrôle de leur propre territoire et le profit et l'argent, pardon, et l'argent de l'exploitation de ce territoire-là aller au Canada anglais et aux États-Unis. Donc, oh non, j'espère qu'il ne fait pas trop froid chez moi. Donc, on comprend, pardon, comment est-ce que la petite bourgeoisie québécoise veut absolument résumer le contrôle sur le capital d'exploitation au Québec. Je trouve ça super intéressant. Est-ce que je prends une pause et je vais faire une visite? On va voir d'ici 2 minutes. Les politiques actuelles du gouvernement fédéral concernant les effets de l'économie américaine sur le Canada ne sont donc pas des, ne sont donc, pardon, ne sont donc que des prolongements directs de politiques continentales qui avantagent évidemment les États-Unis, mais qui, le plus souvent, sont contraires aux intérêts propres du Canada. Ben, c'est évident, là. La politique, mon Dieu, j'ai une boîte juste ici, alors je mets ça en pause une petite seconde. Et voilà, nous sommes de retour. Pour le confort de mes auditeurs, écoute, faut prendre soin de son appareil oral, incluant le nez et la gorge. La politique anti-inflationniste est un exemple récent et notoire des effets de l'enlignement canadien sur les politiques économiques américaines. On sait, en effet, comment le gouvernement fédéral a décidé de donner priorité à la jugulation de l'inflation par des politiques de restriction du crédit, par exemple. Cette instance sur des mesures restrictives, plutôt que d'avoir recours à des politiques créant des emplois, augmentant la circulation de la masse monétaire, a augmenté considérablement le chômage dans les régions du Canada qui
qui sont déjà chroniquement en difficulté sur le plan économique. Aparté, on peut aussi penser à la crise économique mondiale de 2008 et de la Grèce, de l'Italie, du Portugal à l'époque. Si on se rappelle bien, la Troïka voulait faire passer des mesures d'austérité excessivement cruelles pour le peuple grec pour pouvoir repayer les intérêts financiers étrangers à la Grèce. Le move de la Grèce, le move de la population grecque était de faire faillite, de simplement dire ben, ces ententes-là financières étaient complètement injustes et on préfère vivre avec les conséquences d'une faillite que de vivre avec les conséquences de toutes les mesures d'austérité, etc., etc., etc. Puis on peut comprendre la dialectique entre la démocratie du peuple, parce que la Grèce, on comprend qu'ils ont voulu faire faillite, ils ont voulu couper leur paiement aux banques européennes à travers un référendum populaire qui a passé, qui a surpris à l'époque le gouvernement de Syriza, qui ne s'attendait pas à ce que ce référendum soit dans l'affirmative. Un peu comme on peut faire des liens aussi avec le Brexit en ce moment de l'Angleterre. Mais on peut aussi voir à quel point le contrôle impérialiste des marchés étrangers provoque les situations où est-ce que l'austérité devient une pratique presque obligatoire, presque fait accompli. Dans le sens que plus tu donnes ton contrôle de ton marché intérieur à des gouvernements et des compagnies externes, ben plus tu exploites ta population, tu coupes les services, tu tues toutes sortes de monde, l'eau, tu taxes l'eau potable, etc., etc. Et donc, on peut comprendre les mouvements de protestation contre les impacts des marchés extérieurs. Mais on devrait prendre une seconde ici pour remarquer que toute cette interaction-là de démocratie, de capitalisme, de marché, d'austérité, de meurtre par des mesures économiques, sont complètement évacués de notre discours public, sont complètement évacués de la couverture médiatique. Pourquoi? Parce que les médias bourgeois prennent pour acquis que les compagnies, l'entreprise, le free hand of the market, le free enterprise, la croissance économique est un bien en soi, est un bien qui résout absolument tous les problèmes de n'importe quelle société à n'importe quel moment, mais on le voit très bien ici que ce n'est pas du tout le cas. Les manœuvres économiques bénéficient des acteurs très, très, très spécifiques. Puis plus on bénéficie des acteurs externes au peuple, qui sont éloignés du peuple en général, ben plus le peuple en souffre. Et on peut voir la même chose aussi avec les ex-pays de l'Union soviétique qui, après les années 90, ont ouvert leur marché de manière complètement sauvage. Les compagnies de l'Ouest sont rentrées dedans à s'en saliver, à avoir les mains moites, à l'appétit sans limite. Puis on voit aujourd'hui les résultats de ces pays-là. C'est pas des pays où il fait bon y vivre, où il y avait une meilleure qualité de vie, même sous l'État presque dégénéré jusqu'à la contre-révolution qui était l'URSS dans les années 70-80. Donc, le pays était à son pire conditions matérielles, et même si ce pays-là était à son pire, qui pouvait l'être, les conditions de vie des habitants étaient mieux qu'on peut voir après, donc dans les années 90. Donc, pour moi, tout ce discours-là, que la libéralisation résout tous les problèmes, que le marché privé guide l'inondation, qu'on produit davantage, blablabla, c'est complètement faux. Parce que la minute que les marchés se sont ouverts dans ces pays-là, ben, ça a été pire que pire que pire pour la classe travailleuse, dans le fond. La classe des travailleurs et travailleuses. Puis, ce qui est triste aussi, puis là, je ne vais pas m'emporter pas trop longtemps, c'est que la classe petite bourgeoise de ces pays-là, à cause du niveau d'exploitation extrêmement agressif de la part des marchés étrangers dans ces pays-là, comme la Pologne ou la Bulgarie, la Roumanie, tous ces pays-là, ben, ils ont, un peu comme le Québec, la petite bourgeoisie n'a jamais maturé pour devenir une classe sociale en contrôle de leur capital national. Un peu comme on le voit avec le Canada, avec ce qu'on lit. On peut dire que le Canada a quand même un certain contrôle sur le capital national, malgré la résistance qu'on est en train de lire des pays étrangers, mais c'est à un niveau beaucoup moins élevé dans ces pays ex-Union soviétique
qui ont carrément des plaies ouvertes qui saignent à chaque année, puis qui n'ont aucun moyen de refermer parce qu'ils n'ont pas de contrôle démocratique sur leurs propres affaires nationales. Donc, même dans les pays capitalistes, on peut juger des situations matérielles différentes. Plus tu es un pays impérialiste, plus tu as un contrôle sur ton marché intérieur, puis et tu utilises ton impérialisme pour améliorer ta situation financière. Mais même les contradictions d'un pays comme ça, comme les États-Unis, fait en sorte que le pays le plus riche n'est pas capable de dealer avec ses problèmes intérieurs d'éducation, de santé, d'itinérance, etc. Fait c'est un peu la conclusion socialiste de dire, ben, s'il n'y a aucune option de libération du peuple sous le capitalisme, ben, il faut chercher ailleurs. Donc, la radicalisation se fait à partir de cette observation des options et de la marge de manœuvre des pays capitalistes. La politique anti-inflationniste est un bel exemple récent et notoire des effets de l'enlignement canadien. Oui, je l'ai déjà lu. Jugulation, apparition, circulation, sont déjà économiquement sur le plan économique. Par ailleurs, des politiques qui auraient pour effet de modifier les causes structurelles du sous-développement régional afin de renforcer les économies régionales les plus vulnérables aux variations du cycle économique sont inexistantes. Non, parce que qui dit développement local dit mouvance politique contradictoire aux intérêts des exploiteurs. Donc, que ce soit états-unien ou petite bourgeoisie québécoise, les deux cas, c'est la même chose. Puis c'est drôle parce que le socialisme, c'est à travers un mouvement de masse qui va prendre, qui va éliminer le contrôle bourgeois sur l'État pour prendre à travers les mains des travailleurs, à travers la démocratie ouvrière, cool. Mais on voit bien la logique des anarchistes en même temps. Parce qu'ici, on parle d'exploitation distante des peuples. Plus l'exploitation se fait par un groupe ou une structure qui est distante au bien-être du peuple, plus le peuple se fait exploiter et souffre, etc. Fait que la contre-argument à cette situation-là pour les anarchistes, c'est de dire, ben F, toutes les formes de structure de contrôle externe, sauf nous-mêmes qui allons s'assembler au niveau zéro de démocratie active, directe, pour administrer nos propres affaires. Donc, c'est certain qu'on a zéro risque de se faire exploiter. Ce qui est vrai dans le fond. Puis le communisme et le socialisme arrivent un peu au même rang d'affaires lorsque l'État devient redondant et les structures étatiques se font enlever au fur et à mesure que le peuple continue et prend contrôle de ses propres affaires internes. Absolument. Le problème avec cette pensée-là, qu'on peut aller de l'un à l'autre, c'est de ne pas analyser de manière dialectique la résistance de la classe bourgeoise lorsque tu vas faire une révolution puis tu vas administrer voyons, ta société en termes de démocratie directe anarchiste. La réalité, c'est que la minute que tu te rends à ce stade-là, ben, quand tous les pays bourgeois vont réunir une armée ensemble pour t'envahir, ben toi, si tu n'as pas un État centralisé avec une armée centralisée, ben comment est-ce que tu vas faire pour résister? T'sais, oui, c'est certain que la guérilla peut jouer un rôle et va jouer un rôle probablement, mais ça ne peut être que limité. Ça ne peut pas être. Tu sais, tu as besoin d'un certain niveau de centralisation pour te battre puis faire la guerre contre les pays bourgeois qui vont se payer une armée pour t'envahir. Que ce soit Franco, que ce soit les Blancs pendant la Révolution russe, que ce soit De Gaulle en 68 quand il est allé chercher son armée en Allemagne. Je veux dire, s'il était revenu avec son armée pour réenvahir la France, avec probablement plein d'alliés bourgeois, ben même le mouvement de grève, le mouvement syndical, tu sais, c'est comme ben c'est ça, il faut que tu battes. C'est du réel politique à ce niveau-là que de se battre avec des forces égales. En tout cas, ça c'est ma perspective d'un petit socialiste qui évolue dans le temps et dans son analyse. Politique économique canadienne et situation dominante de l'Ontario. On va rendre ça un peu plus gros, et voilà. Les problèmes de la domination étrangère de l'économie canadienne et partant québécoise où se fait aussi sentir les conséquences de cette domination, se double de problèmes issus des stratégies de développement imaginées au nom d'une politique économique canadienne que l'on veut intégrer et harmonieuse, mais qui est fondamentalement contradictoire. On sait en effet, n'en déplaise à certains historiens comme Donald Crichton, que l'opération politique qui devait mener à la Confédération en 1967 était aussi fondée sur une politique économique bien précise. Ainsi, A. Dubuc explique que la Confédération fut essentiellement une opération de finances publiques
ayant pour but de mettre à la disposition des agents reconnus responsables de l'investissement les ressources nécessaires au développement économique du pays. Ben, c'est ça, c'est l'idée qu'on veut contrôler notre propre capital productif. La stratégie économique élaborée à cette époque visait essentiellement la création d'un axe économique canadien allant de l'est à l'ouest du pays. On envisageait l'expansion des chemins de fer pour intéresser l'Est économique canadien à la colonisation de l'Ouest. Ouais, ça a bien marché. Vieux modèle nord-américain que l'on copiait. Un élément important de cette stratégie devait être la politique tarifaire protectionniste qui voulait contrer l'axe économique et souvent géographique du nord-sud, que l'on pense à la Colombie-Britannique et aux provinces maritimes, qui liait certaines régions canadiennes à leurs régions sœurs américaines. Cette politique économique, dont certains éléments furent définis en 57-58 par A.T. Galt, ministre des Finances de la province du Canada, qui était aussi très près des milieux financiers, qui soutenait la compagnie du Grand Tronc responsable et subventionnait à ce titre de la construction du réseau ferroviaire canadien. Ben, mon Dieu, rajoute-en, ce Galt, il y a tous les titres possibles. Et qui fut systématisé par le gouvernement MacDonald en 1978, voulait substituer aux relations économiques avec les États-Unis des relations plus étroites avec l'Angleterre et le Commonwealth. OK. Fait qu'on sacrifie plus notre contrôle de notre capital aux États-Unis, mais on le donne à l'Angleterre. Mais pourquoi est-ce qu'on pense que l'Angleterre va être plus ouvert à nos tendances démocratiques si c'est pour être contre leurs intérêts matériels? Je comprends pas beaucoup, mais c'est pas grave. C'est d'ailleurs en 1866 que prit fin le traité de réciprocité avec les États-Unis en 1954, qui avait commencé en 1954, qui avait permis l'accès au marché américain, alors en forte expansion. Le résultat de cette national policy, entre guillemets, se fait attendre plus fort longtemps. Elle ne devait pas empêcher, par exemple, un net mouvement d'émigration vers les États-Unis de citoyens canadiens qui ne parvenaient pas à retenir un développement économique fort lent à la fin du 19e siècle. Et le développement économique du Canada et du Québec dans les premières décennies du 20e siècle ne fut pas dû à cette seule national policy. Il devait même se faire finalement malgré ou contre elle. Le gouvernement fédéral, qui investissait beaucoup trop dans les chemins de fer au détriment d'autres secteurs, ne pouvait contrôler et orienter tous les efforts de capitalisation que nécessitait le développement économique. Donc, dans le fond, on n'avait juste pas assez de capital à investir pour le développement qu'on voulait faire. Puis on a mis tout dans un chemin de fer pour la colonisation. Alors on a mis l'emphase sur la colonisation au lieu de mettre l'emphase sur le développement économique des régions du Canada. OK. D'une part, les capitaux américains cherchaient à entrer au pays pour profiter du tarif douanier industriel protectionniste et du taux préférentiel des échanges commerciaux qui liait et lie encore le Canada, la Grande-Bretagne et le Commonwealth. Rendu au Canada, on l'a bien vu, ces capitaux imposaient aussi certaines orientations économiques. D'autre part, le gouvernement dut compter de plus en plus avec des réseaux d'institutions financières qui, par les capitaux et l'épargne des particuliers qu'elles refilaient au gouvernement, s'étaient constitués en groupes de pression influents sur l'orientation du développement économique. Fait que dans le fond, ce qu'on est en train de regarder, c'est les relations entre un nouveau Canada comme acteur économique, les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Commonwealth, puis comment est-ce que les dés se sont fait lancer et ben, comment est-ce que la poussière est retombée. On remarque ici très peu de mention de la classe ouvrière, à part pour dire qu'elle allait aux États-Unis parce qu'elle n'était pas capable de survivre économiquement ici. Aussi, la National Policy officielle ne put imposer de façon exclusive l'axe économique Est-Ouest. On assista donc, et on assiste encore, à un amalgame complexe d'axes économiques et de tendances structurelles Est-Ouest et Nord-Sud. Partant, on vit de plus en plus émerger un développement économique fort inégal selon les régions. Problèmes économiques structurels qui secrétaient des tensions politiques importantes. Ben oui, c'est sûr. Ainsi, les fluctuations que devait connaître la politique des tarifs protectionnistes dépendaient des interventions de divers groupes de pression régionaux qui poursuivaient la défense de leurs intérêts. Donc, ces groupes de pression-là régionaux dépendaient de leur contrôle du capital local qu'ils avaient. Parce que si tu n'as aucun contrôle sur le capital productif, ben, tu n'as aucun levier avec le gouvernement central. Donc, on parle bien de la petite bourgeoisie régionale. Donc, les petites bourgeoisies qui se battent entre elles. Comment, dès lors, expliquer la persistance d'un axe économique Est-Ouest si ce n'est pas par les avantages économiques substantiels que cette politique confère à l'Ontario, qui détient
ainsi une position de domination dans l'économie canadienne. Ben, il faut comprendre que l'Ontario aussi, c'est le centre politique du Canada. Donc, il faut qu'ils se donnent le plus grand contrôle sur le capital productif. Et donc, ils vont se donner à eux-mêmes les meilleures politiques économiques. Si l'on distingue, comme R. Tremblay l'a fait, le tarif apparent, 16% en moyenne, de la douane canadienne qui s'applique à un produit, du tarif réel, 30,6% en moyenne, qui touche un produit fini, en tenant compte des tarifs qui frappent les matières premières, produits intermédiaires, etc., nécessaires à sa fabrication, on constate que la politique tarifaire avantage fortement Ontario. Ce qui me fait rire un peu là-dedans, c'est que ça a avantagé Ontario au-dessus de toutes les provinces canadiennes. On parle d'Alberta, on parle de Nouveau-Brunswick, on parle de British Columbia, on parle de partout dans le Canada. Mais vu qu'ils ont des caractéristiques de bourgeoisie similaires sur le plan culturel, on dirait qu'il y avait plus une entraide dans le reste du Canada qu'Ontario. Ça, c'est ma première théorie. Ma deuxième théorie, c'est que le capitalisme était encore plus sous-développé dans le reste du Canada, que la colonisation était directe et vue comme une bonne chose dans la société. Donc, dans le fond, tu voulais te faire coloniser par les politiciens d'Ontario, le capital d'Ontario, le plus possible pour ton développement. Et donc, en réponse à leur contrôle démocratique, ta réponse était oui, 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 faites tout ce que vous voulez, même qu'on va sacrifier encore plus pour que vous veniez investir plus dans notre région. Tandis qu'au Québec, je pense que ce qui est arrivé, c'est qu'on avait un différentiel culturel, donc une colonisation agressive du Canada anglais à travers l'immigration et aussi le contrôle de notre capital productif à cette époque-là. Donc, il y a déjà un clivage entre le Canada anglais et le Québec français. Et donc, ce fut quand même un obstacle à l'investissement dans notre capital productif parce que, j'imagine, on ne voulait pas investir dans le capital productif qui était contrôlé par les francophones. Parce que ça serait leur donner un pouvoir politique. Mais ça, il n'y a pas cette espèce de barrière-là dans le reste du Canada. Mais ça, c'est une théorie. J'ai hâte de lire plus là-dessus. De fait, en 63, sur 53 groupes de produits jouissant d'une protection tarifaire réelle égale ou supérieure à la moyenne, l'Ontario était fortement représenté, c'est-à-dire avait une production dans ces secteurs qui dépassait celle du Québec dans 36 groupes, alors que le Québec ne possédait que 13 groupes. Donc c'est juste 3 fois plus avantageux en Ontario, environ. Presque. 4 groupes de produits fortement protégés au Canada étaient à peu près également répartis dans les deux provinces. Bref, l'Ontario possède 68% des industries les plus protégées et le Québec 24%. Donc, c'est certain dans ces conditions-là, le développement économique du Québec stagne et est en arrière. Puis j'imagine que notre petite bourgeoisie productrice, elle devait être très, très, très frustrée de regarder ce développement-là, de se dire pourquoi est-ce qu'on n'a pas le même accès au capital canadien? On est tous des égaux dans le grand pays qu'est le Canada. Si on est un libéral, of course. Si on comprend la politique comme on le fait dans cet article, ben là, c'est comme, t'es juste pas chanceux d'être un capitaliste québécois, puis mange tes croûtes. 9% sont répartis dans les deux provinces. D'autres indicateurs peuvent être utilisés pour illustrer la position de domination de l'économie ontarienne par rapport à celle du Québec. Le revenu personnel per capita et les salaires du secteur manufacturier, malgré un rythme global de croissance à peu près identique dans les deux provinces, sont supérieurs en Ontario à ce qu'on trouve au Québec. Le premier d'environ 30% et le second d'environ 15%. J'observe un pattern dans nos statistiques où est-ce que l'Ontario a tout simplement un rythme de croissance et d'investissement tout simplement double que celui du Québec, point barre. C'est comme, au minimum, c'est le double, sinon c'est pire. Mais le double, pour moi, c'est un taux de croissance, une différence de croissance significative. En tout cas, d'après moi. Il faudrait qu'un économiste ou une économiste m'éduque un peu sur la vraie signification de ces chiffres-là. La période de stagnation économique, 57 à 61, d'expansion, 61 à 67, 6, et d'ajustement, 67 à 70, que connu le Québec, à l'instar de l'économie canadienne globale, n'ont pas modifié l'écart économique existant entre ces deux provinces. Non, pour vrai. De plus, en ce qui a trait au chômage, par le nombre absolu de travailleurs et le pourcentage de la main-d'œuvre civile qui en serait atteint, le Québec doit faire face à des problèmes plus aigus que l'Ontario dans la mesure où il ne fournit pas suffisamment de travail à sa population active. Donc, on observe ici l'incapacité du système capitaliste à gérer sa propre économie. Un thème que les socialistes vont souvent ramener
sur le tas qu'on appelle l'anarchie de la production capitaliste. Les statistiques de mois les plus récents et les prévisions pour les mois à venir laissent entrevoir une aggravation de cette situation. Les statistiques relatives aux bénéficiaires des divers programmes d'assistance sociale au Québec et en Ontario laissent voir qu'à ce titre, aussi le Québec est en bien mauvaise posture quand on le compare à l'Ontario. Il y avait en moyenne de 10 à 15% plus de bénéficiaires québécois qu'ontariens en 64 et un tiers des bénéficiaires canadiens étaient localisés au Québec. Commentaire aparté. On se rappelle bien qu'à notre lecture du chapitre 1, qu'il y avait des commentaires de la part des ministres fédéraux, à savoir que le Québec, c'est des sans-emploi, des BS, tandis que le discours en anglais, c'est pour des hommes d'affaires. En fait, c'était ça l'idée de la déclaration. Pourquoi est-ce que tu changes tes déclarations quand tu parles en français ou en anglais? La réponse des ministres fédéraux était de dire, ben écoutez, quand on parle en français, on s'adresse à des BS, puis quand on parle en anglais, on s'adresse à des hommes d'affaires. Mais ce qui est d'autant plus ironique, c'est qu'on voit bien la politique volontaire d'Ontario de désavantager le Québec à tout point de vue économique. Mais après, on rit des Québécois pour avoir des situations économiques pires qu'Ontario. C'est comme une double claque d'en face, tu sais. Une première claque d'en face, c'est que, moi je garde tout l'argent et les ressources, puis toi t'as rien. Félicitations. Puis quand tu essaies de te battre pour avoir un meilleur contrôle, pour que ça soit fair, ben là, on va envoyer l'armée, puis on va genre rire de toi. Mais quand je vais réussir à contrôler toutes ces ressources-là, puis ce capital productif-là, puis toi, tu vas souffrir les conséquences de ce manque de contrôle démocratique sur tes propres ressources, puis ton exploitation, ben moi, en tant qu'anglophone vraiment cruel, je vais rire de toi en plus de ça. C'est ce qu'on appelle la reproduction de l'idéologie bourgeoise à travers les masses. Donc, au lieu de regarder les causes d'un taux de bien-être social et d'un faible taux d'emploi ou un haut taux de... Comment j'appelle ça, Colin? Des gens qui ne travaillent pas, là. Colin, j'ai itinérance, j'ai bien-être social, mais c'est pas ça le terme. Bref, le taux de chômage, et voilà. Au lieu d'attribuer le haut taux de chômage du Québec à des causes structurelles et des politiques qui ont été mises de l'avant de manière volontaire, de manière structurellement calculée pour créer cette condition matérielle-là, ben, la théorie bourgeoise, le libéralisme, va chercher à aller blâmer les gens au niveau individuel pour la cause du problème. Donc, le gouvernement canadien va passer des politiques qui vont désavantager le Québec, avantager l'Ontario, ce qui va créer un taux de chômage beaucoup plus élevé au Québec qu'en Ontario. Mais mais l'explication pourquoi ce taux de chômage-là, dans les médias, dans nos institutions publiques, dans le discours de nos politiciens, va être à cause des lacunes au niveau personnel des Québécois francophones. C'est des paresseux, c'est des BS, ils ne valorisent pas l'éducation, donc on blâme la victime pour leur propre situation matérielle. Ce qui est particulièrement cruel et néfaste d'après moi, puis on patauge dans cette perspective-là. Même ma mère, elle regarde la société puis elle va dire, ben les gens, ils ont juste à travailler fort, puis ils vont se pogner une job bien payante, et c'est tout. Puis pourquoi est-ce que ma mère, par exemple, a eu du succès dans sa vie? Ben, c'est à cause de sa belle personnalité, de son travail fort, puis de ses efforts. Parce que dans sa théorie personnelle libérale, c'est avec l'effort personnel qu'on réussit dans la vie. Point barre. C'est très triste que la classe ouvrière reproduise aussi directement la propagande libérale. C'est très difficile de sortir de cette propagande-là. Mais un à un, une à une, on va continuer notre bon travail, camarades. Quant au secteur secondaire manufacturier, secteur économique dont les effets multiplicateurs sont essentiels au développement économique, il retient moins d'investissements de capitaux au Québec qu'en Ontario. De plus, si on tient compte de l'industrie à forte, moyenne ou faible productivité de ce secteur, on remarque que l'Ontario jouit, pour toutes ces industries, d'une valeur ajoutée moyenne par employé supérieure à celle du Québec. Qu'elle concentre sa main-d'œuvre dans les industries à forte capitalisation, alors que le Québec investit sa population active manufacturière dans des industries à faible productivité et caractérisées par l'importance de leur main-d'œuvre et non de leur capital. On va revenir sur cette phrase-là quand on va lire sur les coops du Québec.
dans le sens que la population canadienne-française va devoir organiser des coops pour survivre dans l'exploitation capitaliste anglophone, mais parce que les coops existent dans un contexte économique où les seules industries disponibles pour former une coop sont des industries à très faible capitalisation, à grande dépendance sur la main-d'œuvre, donc à productivité très 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 basse de manière relative, ben les coops, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'elles meurent. Puis vous allez m'entendre dire ça souvent. Qu'est-ce que ça fait une coop? Ça meurt. C'est ça sa job dans la vie. Il va sans dire que pendant que l'Ontario investissait plus dans les industries à forte productivité, le Québec, lui, dirigeait 2 fois plus de capitaux que l'Ontario vers les industries à faible productivité. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que notre marché n'était pas ouvert à la capitalisation à haute productivité. Il n'y avait pas de marché d'ouvert à acheter notre production. De un, de deux, j'imagine qu'on n'avait pas le capital d'investissement pour faire de l'innovation, pour prendre place dans ces industries de haute capitalisation non plus. Parce que pour que ton économie soit innovatrice dans une société capitaliste, il faut que tu aies un haut taux d'éducation, d'éducation supérieure, etc. Mais ici, on recycle puis on gaspille parce qu'on offre toutes nos institutions d'éducation supérieure au Canada anglais, aux Canadiens anglais dans le fond, aux Québécois anglophones, qui avaient déjà accès au contrôle de ce capital-là. Donc, c'est comme si on disait, genre, quelqu'un de riche qui va rester riche, bon, on investit plein de ressources pour qu'il se fasse le plus d'argent possible. Mais c'est un gaspillage. Parce qu'il allait être riche, peu importe le nombre de ressources publiques que tu allais investir dans son succès. Cette personne-là va être riche. Point barre. Cette personne-là va aller à l'école, va avoir une bonne job parce que ses parents sont dans l'industrie, ils ont des bons contacts dans l'industrie, c'est facile d'avoir un job. Tandis qu'une personne pauvre, francophone, elle, si on fait rien, elle va rester pauvre. Alors, l'argent investi dans la personne riche, qui allait être riche anyway, c'est gaspillé parce que si tu investis cet argent-là dans la personne qui est pauvre, ben la personne pauvre va probablement grimper les échelons socio-économiques de ce pays-là et va donc payer plus de taxes, va être positif, grosso modo, pour la société en général. Mais c'est pas ça la priorité de l'époque ou même d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on s'est quand même battu, entre guillemets, parce qu'à l'époque, c'est encore une politique d'intégration, de colonisation du Québec à travers le contrôle anglophone du capital productif. Bref, on continue. Si par ailleurs on tente de préciser pour les industries manufacturières en général où vont les investissements faits en Ontario et au Québec, on constate des écarts structurels importants entre ces économies provinciales. On a ici un tableau qui démontre les chiffres qu'on a parlé jusqu'à maintenant, qu'on a décrits jusqu'à maintenant, et on peut voir qu'effectivement, il y a plus d'investissement total, immobilisation nouvelle, outillage per capita, outillage de travailleurs à la production. Malheureusement, euh, si tu me demandais d'expliquer c'était quoi de l'immobilisation nouvelle per capita ou de l'outillage per capita, j'aurais bien de la misère à expliquer ça. Alors, je vais simplement skipper puis continuer de lire le texte. Parce que le texte, j'ai l'impression que je le comprends un peu mieux. Bref, en investissant par homme par année, l'écart de croissance entre l'Ontario et le Québec, mesuré en fonction des deux périodes différentes, de 49-51 et 61-63, est surtout déterminant d'abord au niveau de l'outillage par travailleur à la production et de l'outillage par travailleur à la production et de l'outillage per capita. Puis, plus faiblement, au niveau des hommes. Ben, c'est ce qu'on vient de voir, mais je ne sais toujours pas ce que ça veut dire. Peut-être dans le chat, si vous avez une réponse, vous pouvez m'aider, mais bon. Il faut bien voir que la capacité concurrentielle de l'économie québécoise est inférieure à celle de l'Ontario du fait d'un retard important au niveau des investissements et voilà, apte à stimuler la productivité. Donc, on est en retard sur nos investissements, mais on n'a pas l'accès au capital du gouvernement fédéral de la même manière que l'Ontario l'a. Fait tu sais, c'est comme, on investit ce qu'on a pu investir dans les règles du jeu dans lesquelles on jouait. En résumé, la domination étrangère que subit l'économie canadienne et québécoise est doublée pour cette dernière d'une domination exercée par l'économie ontarienne qui profite de certains privilèges que lui confère une, entre guillemets, national policy, qui perpétue et consolide un développement économique illégal. Le groupe ethnique canadien-anglais est donc au Canada en situation structurelle de domination. Et ça, je trouve que c'est ce qu'on appelle une observation objective. C'est juste observer le niveau d'investissement basé sur, c'est ça, le langage. Numéro 3, la ségrégation économique.
Le troisième palier de la domination économique que subissent les Québécois est celui de la ségrégation économique. Ah, je pense que j'ai un peu parlé de ça jusqu'à maintenant. Celle-ci effectue une sélection nette à l'intérieur du Québec entre Canadiens français et Canadiens anglais, tant sur le plan du contrôle des entreprises, sur celui des emplois et du revenu, que sur celui des avantages économiques que procure le niveau de scolarité ou le bilinguisme. Les mécanismes de cette ségrégation perpétuent ainsi la situation de subordination dans laquelle se trouvent les Canadiens français à l'intérieur même du Québec. On peut-tu prendre un moment, en ce moment, pour juste observer l'inutilité du Parti québécois de simplement amener ces arguments de situation objective-là? Simplement, le Parti québécois pourrait parler de la subjugation économique au Québec. Parce que oui, en 2020, c'est pas comme en 70. Je le comprends. Sauf que on pourrait au moins avoir de l'éducation historique, ce qui serait pas pire, et ensuite parler de l'influence capitalisée étrangère, canadienne, anglaise, américaine, européenne, chinoise, blablabla, au Québec, que le PQ pourrait dire que si on a la nationalisation, on va contrôler chez nous, même si c'est seulement des petits bourgeois québécois. Je me mets le chapeau d'un libéral péquiste, dans le fond, en ce moment. T'sais. Si j'avais à gagner l'appui des masses pour un mouvement électoral, ben c'est ça l'argument que j'aurais tendance à faire. J'aurais tendance à dire que, ben écoutez, ça va être, parce que ça va être du nationalisme économique, mais de manière beaucoup plus, quote-unquote, positive. On va dire, notre exploitation, c'est nous qui va être maître chez nous, on va avoir des compagnies, des jobs au Québec, on va avoir plus d'argent dans nos coffres publics, ça va être incroyable, puis tout le monde va être heureux, puis on va avoir des meilleurs services. Si j'étais au Parti québécois, c'est ça que je dirais. Mais c'est quoi le plan du Parti québécois depuis les 15 dernières années? La culture. On a peur des musulmans. On a peur des immigrants. C'est quoi, de quoi tu parles? De quoi tu parles? J'imagine qu'ils veulent garder sous secret cette espèce d'exploitation des forces travaillantes parce que eux autres mêmes veulent faire la même affaire. Donc, ils veulent pas que les gens commencent à avoir une analyse matérialiste de l'exploitation structurelle économique de notre nation. Ok, cool. Mais c'est-tu un fucking. Genre, c'est lourd là, de toujours entendre de semi-racisme, de racisme de seconde main, de genre, on aime mieux les immigrants français. euh, ah ben là, on peut pas avoir trop d'immigrants d'Haïti, puis toutes des affaires de. Ah, on peut pas porter le voile en public, puis d'essayer de bâtir un projet d'indépendance bourgeoise à partir de ça. Tu sais, même en tant que. Si je considère les choses d'une manière bourgeoise, je les trouve incompétents. J'imagine que ça a aidé ma rationalisation, excusez, ma radicalisation à l'époque, de voir à quel point ces petits bourgeois-là étaient incompétents. En tout cas. Ah! Non, la raison pourquoi je dis ça, c'est parce qu'une autre, tu sais, un autre énoncé libéral, c'est la méritocratie bourgeoise. Donc, l'idée que dans notre société, si tu travailles fort, puis tu es intelligent, puis tu travailles fort, puis tu es intelligent, ben tu vas atteindre les postes de direction, puis de gouvernement, puis de leadership, puis tout ça. Là, tu grandis avec cette idée-là, tu fais tes examens, tu essaies d'avoir des bonnes notes, parce que tu te dis, si j'ai des bonnes notes aujourd'hui, je vais avoir des bonnes notes quand je vais avoir une job, puis je vais avoir des belles jobs. Mais en réalité, j'ai jamais vu des gens plus incompétents que les gérants, les propriétaires, les landlords, les gouvernements bourgeois. C'est à en être malade. Le troisième palier de domination économique que subissent les Québécois est celui de la ségrégation économique. Ouais. Ben, allons-y, on va reler, c'est pas grave. Celle-ci effectue une sélection nette à l'intérieur du Québec entre Canadiens anglais et Canadiens français, tant sur le plan du contrôle des entreprises, sur celui des emplois et du revenu que sur celui des avantages économiques que procure le niveau de scolarité ou le bilinguisme. Les mécanismes de cette ségrégation perpétuent ainsi la situation de subordination dans laquelle se trouvent les Canadiens français à l'intérieur même du Québec. Et si on écrivait ça en 2020, on ajouterait la ségrégation et l'exploitation additionnelle des femmes et autres minorités créées par le capitalisme justement pour mieux les exploiter. Mais ici, on parle seulement de français-anglais. OK, c'est un début. Quelques données tirées du troisième tome du rapport de la Commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme préciseront ces affirmations, que l'ensemble des travaux de la Commission confirment totalement. De façon systématique, selon chaque critère, c'est toujours au Québec que le Canadien français est le plus défavorisé et que le Canadien anglais est le plus avantagé. Ah, c'est magnifique.
L'écart entre les deux groupes est donc encore plus marqué au Québec qu'ailleurs au Canada. Au niveau des secteurs industriels, les Canadiens, je viens de réaliser que Québec solidaire aussi a un projet national de genre d'étatisation québécois, mais que lui aussi est tout aussi incompétent que le Parti québécois parce qu'il le fait sur des bases d'identité. Mais la seule différence, c'est qu'au lieu de dire comme le PQ, genre on est raciste, donc faisons un pays, Québec solidaire va dire on n'est pas raciste, donc faisons un pays. Mais les deux, c'est aussi stupide parce que ça vient pas parler des conditions matérielles de la population québécoise. Au niveau des secteurs industriels, les Canadiens français n'en contrôlent que deux, et encore parmi les plus anciens techniquement et en déclin, le bois et le cuir. La productivité par travailleur passe de 6 500 dans les établissements canadiens-français à 8 400 dans les établissements canadiens-anglais et à 12 200 dans les établissements étrangers. Ah, que notre exploitation est évidente. Colin. Ces derniers contribuent 10 fois plus à l'exportation hors de la province que les établissements canadiens-français. Donc, les gens viennent s'établir ici, contrôlent les entreprises et engagent des étrangers. C'est pareil comme la Chine fait en ce moment en Afrique, by the way. Si on pense que la Chine est un pays qui est socialiste, communiste, tout le kit. Nope! Le revenu moyen du Canadien français, même à l'intérieur du Québec, le situe au 12e rang dans le classement par origine ethnique. La différence entre son revenu moyen et celui du Canadien anglais correspond à un écart annuel de 1755 $. Ce n'est pourtant pas parce que le Canadien français n'est pas bilingue, alors qu'ailleurs au Canada, le bilinguisme fait accroître le revenu. Au Québec, le bilingue d'origine ethnique française gagne moins que les unilingues anglais d'origine française. C'est donc la connaissance de la langue anglaise qui paye et non le bilinguisme. Euh, Enfin, l'apport de l'éducation au revenu, contrairement à ce que soutient le mythe du rattrapage par la compétence, est moindre pour le Canadien français. Au niveau universitaire, son revenu n'égale que 75% de celui du Canadien anglais. Par ailleurs, d'autres calculs ont établi que le niveau de scolarité inférieur des Canadiens français ne rend compte que 33% de la disparité du revenu. No S. Une autre partie de l'étude qui a servi de base à ces constatations de la commission vient d'être divulguée et porte un jugement plus catégorique sur les causes de ces disparités systématiques. L'écart de 35% entre les revenus des anglophones et des francophones est dû pour 60% à la ségrégation économique pratiquée par la minorité anglophone à l'endroit de la majorité francophone. Oups! Puis c'est quoi la source historique de ça? Ben, c'est le désir de colonisation des anglophones depuis la fondation du Canada. C'était leur objectif économique d'avoir le contrôle total politique sur l'État, donc un contrôle total sur le capitalisme productif. L'un va avec l'autre. Le culturel va avec l'économique. C'est de même, ça marche. Plus concrètement, cette ségrégation signifie que les capitalistes anglophones préfèrent, consciemment ou pas, minimiser leurs profits personnels afin d'augmenter le revenu général du groupe ethnique auquel ils appartiennent. Magnifique. Ils acceptent de ne pas tirer un profit maximum de leurs avoirs en restreignant leur investissement dans le groupe francophone par l'embauche, la création et l'expansion de l'industrie, qui constitue au Québec le principal réservoir de main-d'œuvre. Donc, ben, c'est comme. C'est pas la même chose que du racisme. Parce que le racisme, ici, veut que genre, le Canadien français soit inférieur pour ses caractéristiques. Tadada. Mais ici, je pense que c'est plus un move politique. De dire, on veut le contrôle politique sur le Canada et donc le Québec. Alors, vous autres, on veut que vous crachiez, genre, puis vous soyez plus là. Mais c'est plus. Non, il y a un in-group, out-group. Fait qu'on peut parler quand même de ça. D'une similarité, parce que c'est pas racisme, parce que c'est fait sur des bases de langue et non de race, mais une certaine création d'un in-group et d'un out-group. Je sais pas c'est quoi la traduction de ça en français. Un groupe interne, un groupe externe, je sais pas. Tentant d'expliquer les sources de l'infériorité des entreprises contrôlées par des Canadiens français. Ah, ben c'est parce qu'ils sont paresseux. Les commissaires avaient analysé l'importance relative des facteurs d'inégalité socio-économique. Ils reliaient l'état d'infériorité économique des Canadiens français à des caractéristiques individuelles. Non! Pour vrai? Un rapport gouvernemental du Canada anglais? Non. Tel que le niveau de scolarité ou la langue. Donc, on parle bien de la cause, et c'est là le libéralisme, comment il se dévoile dans toute sa
sa propagande, son aspect de politique criante. C'est excessivement politique de dire ça. Wow, ça c'est le libéralisme tout craché qui vient recréer le système d'exploitation capitaliste. Wow, non, mais c'est nu, là, c'est dénudé complètement. Tel que le niveau de scolarité ou la langue, c'est de ta faute. T'as même qu'à pas être né francophone, petit Québécois. Alors que les conclusions du rapport des économistes en attribuent clairement la responsabilité aux pratiques restrictives et ségrégationnistes du groupe canadien anglais. Mais le rapport du gouvernement ne va pas parler des politiques du Canada anglais. Elles en font abstraction. C'est jamais la faute du gouvernement et de leur politique. C'est de la faute de l'individu francophone. C'est lui qu'on doit blâmer. Ah, pareil comme les immigrants. C'est pas de notre faute qu'on est raciste. C'est de la faute de l'immigrant d'être un criminel, de vouloir voler nos femmes, de vouloir voler nos jobs, je sais pas. Mais c'est de leur faute. C'est pour ça qu'ils sont maltraités au Québec. C'est à cause d'eux-mêmes. Le pouvoir politique québécois. 2. Je sais même pas c'est quoi le 1, mais on est rendu à 2. Le pouvoir politique québécois. 1. 2.1, j'imagine. Le traitement politique de la domination économique. Il est bien entendu que le pouvoir politique québécois officiel a tenté, au fil des années, d'apporter des solutions à cet état de fait. Une analyse de ces tentatives, de leur réussite ou échec, s'impose donc. Il faut d'abord souligner que beaucoup des initiatives les plus importantes lancées au niveau des gouvernements provinciaux et municipaux pour régler divers problèmes, aussi bien sociaux qu'économiques, devaient provoquer des difficultés de juridiction constitutionnelle. Aparté. On voit ici une analyse des causes systémiques à partir des politiques fédérales et provinciales, d'une exploitation étrangère, canadienne, anglaise, américaine, d'une exploitation de la petite bourgeoisie québécoise, certes. Mais en même temps, on peut quand même faire un commentaire sur les limitations du communautaire, les limitations des groupes de gauche qui font des revendications symboliques, les limitations des partis politiques qui ne s'attaquent pas à l'exploitation matérielle de la force des travailleurs et travailleuses au Québec. Comme par exemple, si tu observes que, je sais pas moi, il y a trop d'itinérance. Puis là, tu te dis, il faut qu'on fasse plus d'investissements. Puis là, le gouvernement, il ne peut pas investir là-dedans parce qu'il n'y a pas assez de fonds. Ben, si la raison pourquoi le gouvernement n'a pas assez de fonds, c'est parce que le gouvernement fédéral investit de manière inégale au Québec, ça veut dire que dans ton discours, pour finir l'itinérance, dans le fond, je sais pas si c'est ça que j'ai dit l'ignorance sur l'itinérance, mais bref, je parle bien de l'itinérance, ben, il faut que tu mettes dans ton discours une critique sur l'exploitation fédérale des provinces, sur l'exploitation canadienne, anglaise du Québec, etc. Si tu veux regarder le problème dans son ensemble. Donc, on peut meubler un peu davantage les perspectives politiques des groupes de gauche qui se battent en ce moment en lisant ce texte-là. Et je pense que c'est très important de le faire. Il faut d'abord souligner que beaucoup des initiatives les plus importantes lancées, blablabla, de quel ordre de gouvernement relevaient les problèmes à traiter? Le pouvoir politique et économique reconnu aux divers ordres de gouvernement permettait-il de drainer les ressources nécessaires à la solution des problèmes rencontrés? On voit aussi la nécessité de contrôler tous les paliers de gouvernement si on veut faire le socialisme. Donc, l'idée de tous faire un petit jardin pour notre sécurité alimentaire, d'arrêter d'acheter des affaires, c'est très, très, très petit bourgeois parce que ça assume la continuation du capitalisme sociétal. Puis ça ne fait la promotion que d'une libération au niveau individuel, ce qui est totalement libéral. De voir les choses de manière individuelle, c'est d'égaler au libéralisme. Alors, les gens qui sont comme faites des meilleurs choix, mangez bio, faites-vous un jardin, prenez l'autobus, puis on va vivre dans une société qui va être transformée, c'est une révolution, blablabla, bla, 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 en faisant abstraction de l'exploitation structurelle, politique, raciale, Canadien anglais, Canadien français, si on s'exprime ainsi, ben c'est limité comme approche. Ça ne vient pas régler le problème. Puis si le but c'est de régler le problème, ben il faut regarder tout dans son ensemble. Tu n'as pas le choix. Le pouvoir politique et économique reconnu aux divers ordres de gouvernement permettait-il de drainer les ressources nécessaires à la solution des problèmes rencontrés? Spoiler, non. De telles difficultés surgissaient même si, dans la plupart des cas, les autorités politiques ne s'attaquaient qu'aux symptômes des problèmes de domination et non pas aux contradictions structurelles qui provoquaient ces situations de domination. Un peu comme l'itinérance, si on ne s'attaque pas aux causes, on ne va jamais l'éliminer, puis ça fait 200 ans qu'on ne l'a pas éliminé. Je sais pas, hein.
On nota donc au cours des dernières décennies, à partir du numéro 25 de mon podcast d'aujourd'hui, de mon stream d'aujourd'hui, quand on fait une critique à genre Radio-Canada qui s'autoproclame neutre de tous les niveaux, on peut parler de ça. On peut parler du fait que Radio-Canada fait abstraction de l'exploitation des bourgeois, du capitalisme, de l'État canadien, du capital étranger dans notre système économique, dans notre économie, dans notre démocratie. Si Radio-Canada se met comme ligne éditoriale de ne jamais critiquer les politiques publiques, ben, d'une certaine manière, elles y sont complices. Et donc, cette espèce d'apparence de neutralité tombe comme glace au soleil devant l'analyse politique matérialiste, dans le fond. Mais Radio-Canada est une institution qui représente un gouvernement contrôlé par les bourgeois. C'est une institution qui fait la promotion de la mentalité libéraliste, de libéralisme. Donc, c'est un organe de propagande malgré ses meilleurs efforts d'être neutre. Parce que c'est la neutralité dans le réel capitalisme. C'est la neutralité en assumant la bienfaisance de notre système économique. Donc, dans le fond, tu ne fais que reproduire une idéologie qui encourage le fonctionnement du capitalisme du mieux qu'il peut. Neutralité, mais ces gouvernements étaient donc de plus en plus sollicités pour apporter des solutions à divers problèmes, mais ils n'ont pas les ressources. Et d'autre part, on nota aussi un nombre relativement... Ah, je pense que je vais... Est-ce que je peux... Là, c'est le temps que je vais attendre. Je vais apprendre euh, à kick-out quelqu'un. J'ai jamais fait ça, mais on va l'apprendre. Afficher orange, message supprimé, ADG, quitter les paramètres de modérateur. Comment est-ce que je fais pour le bloquer? Ah, et voilà. Et voilà, je l'ai banni. Hey, c'était pas si difficile que ça finalement. Fait que c'était pas si pire. Donc, je retourne à ma lecture, camarade. En plus, il m'a écrit un message en anglais, fait que peu importe. On nota donc, au cours des dernières décennies, d'une part, des accroissements substantiels dans les dépenses des gouvernements municipaux et provinciaux. Ces gouvernements étaient donc de plus en plus sollicités pour apporter des solutions à divers problèmes. Et, d'autre part, on nota aussi un nombre relativement élevé de commissions royales de toutes sortes ou de négociations multiples, notamment sur la question de sécurité sociale et d'enseignement supérieur, qui visaient à mieux définir les responsabilités gouvernementales de chaque palier de gouvernement et, par des politiques fiscales que l'on voulait renouveler, à rapprocher les ressources disponibles des milieux décisionnels qui devaient les employer. Au Québec, le gouvernement provincial du début des années 60 était mu par un courant nationaliste de reconquête de certains droits et de transformation sociale, ouais, par un mouvement démocratique quand même. Ce fut la période de la Révolution tranquille. Donc, je pense qu'on connaît tous au Québec la réputation de la Révolution tranquille, mais ici, avec ce qu'on a lu jusqu'à maintenant, je pense qu'on peut commencer à penser à ce que ça voulait dire sur le contrôle du capital productif, le rôle de notre gouvernement, contrôler notre profitabilité, nos coffres publics à travers l'investissement massif dans les nationalisations, dans la construction d'usines publiques, dans le taux de scolarité, la construction d'universités, de réseaux pour les francophones. Donc, de contrer l'exploitation du Canada anglais sur le Québec est, par définition, une amélioration de la condition matérielle des travailleurs et travailleuses francophones. Et donc, on regarde cette période-là comme vraiment positive dans notre historique. Mais comme d'habitude, quand on l'étudie dans nos cours, c'est de manière libérale. C'est genre, on a fait ça, on a fait ça, on ne regarde pas pourquoi on l'a fait, on ne regarde pas ça a été quoi la solution, ça le résout quel problème exactement, on ne regarde pas s'il reste des problèmes à résoudre. Non, 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 c'est juste un fait historique qui s'est produit. On n'a pas besoin d'analyser pourquoi, on n'a pas besoin d'analyser si c'était limité, s'il y avait plus de travail à faire. Bon, peu importe. Le gouvernement alla aussi jusqu'à acquérir divers instruments industriels et financiers nécessaires à son action. Donc, une espèce de nationalisme. Il nationalisa, oui, ce qui restait des compagnies privées d'électricité, redéfinit les structures de négociation des conflits du travail, créa la Société générale de financement, SGF, qui devait provoquer la mise sur pied d'entreprises industrielles québécoises,
conçu la mise sur pied d'un conseil d'orientation économique, devenu l'Office de planification et de développement du Québec, et de conseils d'orientation économique régionaux, donnant naissance à la Caisse des dépôts et accordant beaucoup d'énergie à moderniser les structures d'éducation du Québec de manière à donner aux Québécois les compétences technologiques et administratives nécessaires à leur participation pleine et entière au développement économique et industriel des sociétés modernes. Donc, c'est un pas dans la bonne direction, mais on ne parle toujours pas de l'émancipation des classes ouvrières dans leur entière. On parle d'une création d'une petite bourgeoisie québécoise. Donc, c'est comme la maturation du capitalisme. Pourquoi je dis ça? Parce que les contradictions de cette manœuvre-là, c'est que oui, on va avoir plus d'activités économiques québécoises. Oui, le nombre, le pourcentage de gens qui vont être hautement éduqués pour les Québécois français va augmenter. Mais au fur et à mesure que notre marché va maturer, il va y avoir les mêmes tendances monopolistiques au Québec qu'il y a dans tout le reste du monde, de toutes les sociétés capitalistes. Puis, on va avoir une accumulation de richesses pour les riches, un appauvrissement du reste de la population, euh, en même temps que, il va y avoir un niveau de production effréné, sans arrêt, et une capacité d'achat de cette production-là qui va être de plus en plus limitée parce que la richesse relative descend pour la classe ouvrière. Donc, en fait, pour la majeure partie des Québécois qui sont de la classe ouvrière, cette amélioration-là va être positive dans le moment, mais avec le temps va s'effacer au même d'une nouvelle vague d'exploitation de la classe ouvrière de par la maturation de nos propres marchés. Donc, c'est une étape, mais c'est une étape qui nous ramène aux mêmes contradictions que le Québec était victime avant. C'est juste une étape dans le capitalisme. Si l'on cherchait par ces moyens à solutionner les problèmes de triple domination économique s'exerçant au Québec, force est de constater que ces politiques ont tourné court. Mais, ouais, parce que c'est pas ça le but. Le contrôle étranger exercé sur nos industries par les mouvements de capitaux n'a été en rien modifié. La situation économique privilégiée de l'Ontario n'a pas subi de transformation majeure. Quant à la discrimination ethnique qui s'exerce au détriment des Canadiens français, elle demeure toujours aussi inacceptable. Un examen plus attentif des tentatives faites pour résoudre beaucoup de ces problèmes à l'aide d'une éducation mieux conçue et modernisée révèle que l'on faisait en grande partie fausse route. À cet égard, les résultats des travaux commandés par la commission Laurando-Duton sont plus qu'éloquents dans la mesure même où ils illustrent que l'éducation ne saurait effacer la discrimination beaucoup plus forte due au simple fait d'être Canadien français. Alors, on pourrait-tu copy-paste cette phrase puis la poster à chaque jour sur notre Facebook contre tous les libéraux radicaux qui vont dire qu'on va dealer avec le racisme, avec l'éducation, s'il vous plaît? Non, il y a les contradictions structurelles et l'exploitation capitaliste. Tu ne deals pas avec ça avec l'éducation. Ben, genre, à moins que tu parles de l'éducation de l'analyse de classe, là, qui nous permet de former un mouvement révolutionnaire vers le socialisme. Mais c'est pas le même type d'éducation. C'est pas de cette éducation-là que ces gens-là parlent. Et même, on sait que ces travaux mettent en évidence le fait qu'à un niveau égal d'instruction, le Canadien français n'aurait toujours pas un revenu comparable à son homologue canadien-anglais. Les mesures politiques utilisées n'ont pas causé de transformation majeure au sein des contradictions structurelles, merci, qui affectent le Québec et les problèmes de la triple domination économique restent encore déterminants pour la situation québécoise. Les conseils d'orientation et on fait à partir du numéro 26, on remarque ici le problème du Parti québécois des années 70 d'indépendance tout en respectant les intérêts économiques de cette triple exploitation-là. Donc, l'indépendance du Québec, du Parti québécois, n'est pas pour résoudre cette problématique-là, c'est juste pour avoir une plus grosse partie de la tarte du Québec, de la bourgeoisie québécoise. Mais c'est contradictoire parce que si tu as une plus grosse partie de la tarte, ben, de facto, ces gens-là vont avoir une plus petite partie de la tarte. On dirait que le PQ n'est pas capable de résoudre cette situation-là. Ben, ils ne peuvent pas, c'est le Parti libéral. Les conseils d'orientation d'économie économique de l'Office de planification et du développement du Québec peuvent-ils favoriser de réelles expériences de planification économique quand l'économie dont il est question est une économie dominée financièrement, commercialement et politiquement, économie qui se fait imploser des décisions par des bureaux administratifs et des services de développement industriel, les plus souvent localisés hors du territoire québécois et même canadien, donc l'influence des marchés étrangers sur nos politiques internes.
Si bien que la question se pose de savoir si le Québec détient les pouvoirs économiques, notamment fiscaux et monétaires, et les pouvoirs politiques nécessaires à la mise en œuvre de solutions satisfaisantes. Nope! Mais on se rappelle bien que les auteurs de ce texte-là n'avancent pas le socialisme. Et on le voit très bien ici. C'est comme des questions, genre, ils sont tellement proches d'atteindre la réponse, mais ils se rendent pas là. Ils pensent qu'il y aurait une option où est-ce qu'il y aurait des politiques qui seraient bien faits, qui résoudraient les problèmes, au lieu de voir les contradictions inhérentes du capitalisme, puis comment que ces solutions-là n'arriveront jamais sous ce système-là. Alors, ils posent la question de manière naïve de mais est-ce que c'est des bonnes politiques publiques? Pareil comme si une bonne politique publique existait sur le capitalisme, de la manière qu'on le définit en l'examinant. La SGF n'a pas vraiment favorisé la formation et le développement d'industries nouvelles, mais a acquis des industries en situation économique difficile. Ben oui, si on a juste des miettes de pain, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Des miettes de pain n'équivalent pas à un mets au complet. Force est de constater que les politiques fonctionnelles mises en œuvre par l'appareil politique officiel ne sauraient être qualifiées de tentatives politiques conséquentes visant à la maîtrise des contradictions structurelles économiques qui déterminent l'évolution de notre société. On sait maintenant que les efforts du gouvernement québécois pour diversifier par l'utilisation de divers groupes financiers les sources de provenance des capitaux nécessaires à sa politique nationale de développement ne furent pas poursuivis avec l'énergie indispensable à leur efficacité. Ouais, ça c'est une phrase très compliquée pour rien, je trouve. Hein. Des groupes financiers anglophones bien connus, selon les révélations d'un conseiller économique du gouvernement d'alors, auraient exercé des pressions politiques très fortes dont le gouvernement dut tenir compte dans diverses prises de décisions relatives à sa conception du développement économique du Québec. Pour ceux qui pensent qu'on vit dans une société pluraliste, les syndicats n'auront jamais le même poids que ces représentants des industries majeures d'un certain palier gouvernemental. À moins que le syndicat soit prêt à faire une grève générale illimitée pour fermer toutes ces industries-là. Ça, c'est ce qu'on appelle le rapport de force. Mais le rapport de force est dans ces personnalités-là. On l'a bien vu quand le gouvernement américain a dit écoute, si tu passes cette loi-là, moi je mets 16 000 Québécois à la rue, puis j'arrête les investissements dans vos compagnies québécoises de 210 millions de dollars ou peu importe. Ça, c'est un rapport de force. Mais nous, on se trouve méchant quand on fait une grève d'une journée. Laissez-moi rire, camarades. La maîtrise politique des problèmes économiques du Québec aurait exigé et exige encore de vigoureuses politiques permettant d'exercer un contrôle réel sur une économie. Mais fais une analyse dialectique des forces qui t'en empêchent, cher auteur de ce texte. Parce qu'à date, tu vis dans un monde de nuages si tu penses que oh, ben, il faudrait juste faire des politiques publiques. Oh, oh, oh. Numéro 2. Le rattrapage institutionnel et les problèmes de classe. Bon, j'espère qu'on va se rendre à une analyse dialectique réaliste, puis pas juste une demande nue de hey, meilleure politique publique dans un système capitaliste. Ouais. Faut-il dès lors affirmer que toutes les politiques tentées pour solutionner les problèmes économiques ont été sans résultat aucun? On ne peut nier, et le dossier de l'éducation à cet égard est probant. Ouais, mais l'éducation est au bénéfice de la bourgeoisie. C'est pas pour éliminer les inégalités, c'est pour mieux équiper notre industrie intérieure à mieux compétitionner avec les industries externes. Et puis, est-ce que c'est une bonne idée pour la classe ouvrière de supporter ça? Oui, mais c'est pas pour nous que cette politique-là est faite. Fait qu'il faut pas faire des porteurs d'eau. Que ces politiques ont bel et bien constitué un effort. Non, non, non. Arrête, esti. Un effort de rattrapage. Non. Oui, ça me fait. À moins que tu écris ce texte-là dans l'unique but de représenter les intérêts de la bourgeoisie. Si c'est ça le but de ton texte, ben tu peux dire ça de manière unique, sans qualificatif. Ben oui, c'était ça l'effort de faire ça. Mais, pardon, bel et bien constitue un effort de rattrapage et de modernisation institutionnelle. Mais, par ailleurs, il faut soulever une autre interrogation à propos de ces politiques. Est-il possible d'établir à quels groupes sociaux internes au Québec elle a profité? Oh mon Dieu, t'es tellement proche. Good job. Peut-on préciser non seulement profiter, mais pour qui elles ont été faites? On peut-tu dire ça? C'est pas un hasard. C'est pas neutre. Peut-on préciser quels groupes sociaux se servaient de l'appareil de l'État pour satisfaire leurs intérêts sociaux ou étaient avantagés par les politiques mises en œuvre par l'État? Je veux dire, ok, j'espère qu'il va se rendre là. J'espère vraiment que les auteurs
vont se rendre quand on examine, par exemple, le dossier de la nationalisation de ce qui restait de compagnies privées d'électricité en 1962, l'on constate que cette politique fut sans doute bénéfique à la classe moyenne technocrate canadienne-française. Une telle politique a pu simultanément déclencher un plus grand contrôle social sur le développement économique d'un secteur industriel clé pour le Québec. Elle a pu aussi favoriser l'émergence d'une force d'entraînement au niveau de la rationalisation industrielle de cette entreprise ou au niveau de l'investissement de capitaux dans une industrie québécoise. Il n'est pas évident cependant que ce sont là des fruits de la seule opération de 62, dans la mesure où la première nationalisation d'une partie de ce secteur industriel en 1944 a dû provoquer de tels résultats. Par ailleurs, autre conséquence indéniable, cette nationalisation a bien entendu provoqué une redistribution ethnique d'occupation à revenus élevés et cette redistribution ne s'est pas faite en faveur de la classe sociale défavorisée canadienne-française qui fournissait déjà des manœuvres pour cette industrie comme pour d'autres industries. Des manœuvres ou une main-d'œuvre? Des manœuvres, man hours. C'était peut-être man hours, je sais pas. Des manœuvres. En tout cas, c'est essentiellement la classe moyenne technocratique qui a profité de cette disponibilité nouvelle de postes de gérants, de professionnels salariés, etc. Donc, pas la classe ouvrière. Le maître chez nous, aux outardes que développe la publicité, a-t-il profité à la classe sociale défavorisée? La classe ouvrière! La classe ouvrière! La classe ouvrière! Les travailleurs et travailleuses. La classe défavorisée. C'est parce que le novlangue ici est fatigant. La solution du langage de dire défavorisé est de favoriser cette classe-là pour que tout le monde soit favorisé. Le discours de classe ouvrière est que pour dealer avec l'exploitation de la classe ouvrière, il faut que la classe ouvrière s'émancipe en gagnant le contrôle des moyens de production. Défavoriser peut en théorie se faire résoudre dans une société capitaliste. Classe ouvrière ne peut pas se faire résoudre dans une société capitaliste. Donc ici, l'utilisation du langage favoriser-défavoriser trahit l'espèce de reproduction de l'idéologie libérale que les auteurs sont tellement proches de s'éloigner, mais ils restent pognés dedans. C'est comme une analyse de classe, mais pas encore. C'est fatigant, c'est comme fatigant qu'ils sont tellement proches, mais qu'ils ne se rendent pas. Dans la mesure où cette opération n'était pas encadrée de transformations structurelles qui auraient rapproché cette classe sociale des mécanismes de pouvoir économique, t'es tellement proche, économique et politique, qui auraient pris en charge la défense de leurs intérêts. Elle profitait à des groupes sociaux bien spécifiques au sein de notre collectivité. La classe ouvrière ne peut pas atteindre ces structures de politique et économique tant que la bourgeoisie est là pour se battre contre sa prise de contrôle, de la même manière que la petite bourgeoisie québécoise ne pourra atteindre la domination de son territoire à travers un Canada anglais et un capitalisme américain. C'est la même affaire. Regardez de la manière que le Canadien anglais fait tout pour éviter que le Canadien français contrôle ses structures démocratiques, ses structures économiques. C'est la même chose pour la classe ouvrière, puis la petite bourgeoisie, puis la bourgeoisie. C'est la même maudite affaire. C'est une lutte de classe. C'est une lutte de classe. C'est pas genre des politiques qui atteignent pas leur but déclaré de bénéficier tout le monde, puis de kumbaya dans une société capitaliste, en tout cas. Elle profitait à des groupes sociaux bien spécifiques au sein de notre collectivité. Pareil comme c'est un accident. C'est pas un accident, c'est tout le temps la même histoire sur toutes les politiques. Elle bénéficie tout le temps les mêmes groupes. Tout le temps. Ou elle bénéficie de la classe ouvrière pour stabiliser politiquement un pays, un levier gouvernemental, pour détruire une lutte qui est en formation. Pourquoi? Parce que la lutte menace le système au complet. La lutte représente un levier de force pour extirper des mesures politiques au bénéfice de ceux qui se battent. Mais dans ce cas-là, il donne une feuille de vigne pour que tu arrêtes de te battre, pour que la domination continue et se stabilise. Fait que même dans cette situation-là où il y a des politiques qui bénéficient de la classe ouvrière, elles ne bénéficient pas de la classe ouvrière, elles bénéficient de la continuation de la domination du système capitaliste, qu'est les limites du réformisme. C'est fatigant de lire des textes comme ça des fois. En tout cas, en ce qui a trait à la réforme de l'éducation, il faut bien reconnaître que la mise sur pied d'écoles secondaires polyvalentes et de collèges d'enseignement général et professionnel constitue des initiatives aptes à favoriser l'accessibilité générale et égalitaire à l'éducation et à l'enseignement supérieur.
Mais cette politique n'implique pas que les enfants de tous les milieux sociaux sont également prêts à profiter de cette égalité devant l'école. Ben non. On sait très bien que le développement de l'intelligence est fonction du milieu social et culturel, de sorte que les enfants des milieux défavorisés sont moins aidés dans leur développement que le sont les enfants de la classe moyenne technocrate ou à la culture. Les moyennes technocratiques, pardon. Où la culture, l'école, l'enseignement sont valorisés par la famille, le milieu social. Et devant de telles réalités, c'est drôle parce qu'on fait encore des rapports aujourd'hui de choses qu'on savait il y a 50 ans. Mais pareil, comme on réapprenait les mêmes maudites leçons, c'est fatigant. Et devant de telles réalités, la pédagogie est souvent irrationnelle puisqu'elle s'adresse plus facilement et intelligemment à ceux qui possèdent déjà beaucoup de capacités alors qu'elle devrait essentiellement favoriser ceux qui sont dépourvus. Tu vois ici? Tu vois ici? Elle devrait, ce langage-là, elle devrait, c'est une illusion de notre système. Le requin devrait respecter les poissons de l'océan. Mais là, les requins, encore une fois, quand on les a regardés, ils ont mangé des poissons. Colin, c'est-tu triste? Les poissons, ils n'ont comme pas accès aux structures démocratiques économiques pour les permettre de représenter leur intérêt vis-à-vis les requins qui les mangent. Puis Colin, à chaque fois qu'on observe le requin, il mange du poisson. Mais le requin, là, il devrait arrêter, Colin. Maudit. On laisse les choses comme ça, mais le requin de... On continue de lire, camarades, même si on se frustre. Et réaliser un tel renversement impliquerait une spécialisation. Et voilà. Donc ça, c'est un réformisme libéral de rêve et de unicorne, puis de arc-en-ciel. En tout cas. Réaliser un tel renversement impliquerait une spécialisation des professeurs devant œuvrer en milieu défavorisé et une pédagogie du développement de l'intelligence qui tiendrait compte du milieu familial, social et culturel. Mais la spécialisation des professeurs nécessiterait des financements du système éducatif qui se fera jamais, qui s'est jamais fait parce que ça nécessite de taxer les riches, taxer les corporations, ce qu'on ne veut pas faire. Donc le gouvernement, tout ce qu'il fait, c'est qu'il coupe les taxes les riches. Puis après ça, quand les finances publiques sont rouges, ben, ils font des mesures d'austérité. Puis l'éducation et la spécialisation des professeurs est une des premières choses qui se fait couper dans notre société. Fait que depuis les derniers 200 ans, tout ce qu'on voit, c'est des coupures en éducation, puis après ça, quand on est tanné, ben, on fait plus de coupures en éducation. Puis ici, dans le texte, ce qu'on voit, c'est ce qu'on faudrait faire, là, ce qui serait vraiment cool de faire, c'est que magiquement, les profs deviennent toutes des espèces de surhumains qui fonctionnent partout, tout le temps. Ces réalisations devraient être préalables aux... Donc ici, tout ce qu'on va lire, camarades, là, tout ce qui reste à lire de ce paragraphe-là, là, c'est du bonbon, c'est du rêve, c'est presque une perte de temps totale. Parce que tant qu'à y être, pourquoi est-ce que tu ne recommandes pas que Dieu envoie Jésus une deuxième fois puis qu'il règle tous les problèmes avec des miracles? C'est quoi la vraie différence entre ces deux perspectives-là? Pour moi, il n'y en a pas. Les deux, c'est du rêve et du bonbon. Et devant cette réalité, la pédagogie est souvent rationnelle puisqu'elle s'adresse plus facilement et intelligemment à ceux qui possèdent déjà beaucoup de capacités, alors qu'elle devrait essentiellement favoriser ceux qui sont dépourvus. Réaliser un tel renversement impliquerait une spécialisation des professeurs devant œuvrer en milieu défavorisé et une pédagogie du développement de l'intelligence qui tiendrait compte du milieu familial, culturel et social. Cette réalisation devrait être préalable aux opportunités égales de choix au niveau de l'école secondaire, polyvalente du cégep. Donc, pour que ces réformes n'élargissent pas le fossé entre les classes sociales et qu'elles ne haussent pas le coût du manque d'instruction au terme de statut occupationnel bas et de chômage, il aurait fallu s'attaquer à la genèse différentielle du développement de l'intelligence selon les milieux sociaux. Ce texte-là devrait dire, alors, il faut travailler vers le socialisme. Il faut un mouvement de masse pour ces réformes-là. Il faut politiser la population. Il faut un parti large des travailleurs. Il faut se battre. Ça, c'est les conclusions à faire si on veut une société avec ça. Ne pas argumenter pour le rapport de force et le besoin de lutte sociale, de lutte politique, c'est de décider de ne jamais avoir ça. Ce qui a déjà été décidé par ce texte, by the way. L'absence de toute préoccupation semblable au sein de la politique gouvernementale n'a fait que lier plus fortement le système d'éducation rénové à l'avenir social et aux intérêts de la classe moyenne technocratique
qui étaient déjà plus à même de profiter des ressources éducatives et culturelles de la société, petite bourgeoisie, intérêts politiques, etc. Aussi, aussi est-il vraisemblable que ces réformes aient en grande partie maintenant plutôt qu'abolir les inégalités sociales devant l'école. Je paye même, tu sais, j'ai aucune. Je regarde même pas qu'est-ce que je lis en ce moment, camarade. Ça m'intéresse pas. Il faut encore ajouter que les cégeps étaient confrontés à un autre problème. Oh non, dis-moi pas. Soit leur articulation en tant que niveau d'enseignement avec les structures socio-économiques de la collectivité. À cet égard, le mouvement d'occupation des cégeps en octobre 68 n'est pas dû seulement à une réaction ou une maladaptation au changement. Ce mouvement est aussi et surtout l'expression d'une crise et d'une interrogation qui concerne les rapports au sein d'une société entre le système d'éducation et le marché du travail. On peut se demander si la réforme de l'éducation était suffisamment fonction. Si la réforme de l'éducation était suffisamment fonction des. Je ne savais pas qu'on pouvait faire cette phrase-là. Des exigences du développement économique. Le Québec peut-il planifier son économie et l'utilisation des ressources humaines que lui prépare son système d'éducation? Non seulement une telle expérience ne fut pas suffisamment tentée, mais on se demande si elle est possible dans le contexte des structures économiques et politiques actuelles où le Québec subit une triple domination économique. On se demande, oui, on se demande. On va perdre notre temps à se poser des questions qui ont des réponses claires. Puis pendant qu'on se pose des questions, ben on se bat pas politiquement. Pourquoi? Parce qu'on est des académiciens. Fait que tout ce qu'on fait, c'est qu'on observe et on se demande des questions. Mais on fait rien pour gagner, fait qu'on perd. L'éclatement de tous ces problèmes a provoqué la mobilisation de. L'éclatement de tous ces problèmes. Oui, mais l'éclatement de tous ces problèmes, tu les articules pas en termes de lutte de classe. Tu les articules en termes de Colin, on a fait des erreurs dans nos politiques, dans notre système capitaliste. En tout cas, bref, j'ai une profonde intolérance vers la propagande subtile, la reproduction subtile de l'idéologie libérale, vers les radicaux libéraux qui se pensent anticapitalistes, mais qui dans le fond reproduisent le capitalisme par tu sais, le moyen subtil qui réduisent les luttes de classe en représentation de problèmes et de contradictions dans notre société, que dans le fond, c'est juste des accidents de mauvaises politiques publiques qui devraient, si on faisait des bonnes politiques publiques, aider les plus défavorisés, mais Colin, on a fait des erreurs. Maudite merde. Colin, quel accident. Excusez, je sais que je suis fatiguant, j'arrête pas de rant, là, mais sinon je suis frustré pendant toute l'après-midi. L'éclatement de tous ces problèmes a provoqué la mobilisation des mouvements sociaux qui se sont organisés pour identifier ouvertement et analyser cette difficulté. Oui, mais la même analyse que toi, parce que tu es acritique aux critiques libérales de notre système. En plus de l'occupation des cégeps, il y a eu la manifestation du McGill français qui réclamait qu'une institution d'enseignement et de recherche dont le rendement est appréciable tienne davantage compte des besoins du milieu canadien-français et lui donne libre accès à toutes ses ressources de manière à faciliter la promotion sociale du Canada français. Bonne chance. On a constaté aussi un rattrapage institutionnel au niveau du monde ouvrier. Rattrapage qui vivait à mieux gérer les relations industrielles et les conflits qu'elles peuvent provoquer. Tel était le but visé par le Bill 54 de juillet 64. Notamment. Ces efforts n'ont pas empêché par ailleurs certains coups de force de la part du gouvernement pour obliger divers groupes de travailleurs à reprendre le travail. Il en fut ainsi à propos des enseignants et des ouvriers de la construction. Cette tentative visait essentiellement à ramener les conflits dans le cadre de l'entreprise, alors que leurs composantes même débordent ce cadre. En effet, les problèmes ouvriers, comme ceux de l'entreprise, concernent de plus en plus directement la vitalité économique de certaines régions ou municipalités, ou le vieillissement de structures économiques désuètes qui ne réussissent plus à véhiculer les exigences du développement et du mieux-être des populations défavorisées. Si on s'arrête, par exemple, aux difficultés de l'industrie de la construction, on constate qu'elle périclite dangereusement. Je ne sais pas ce que ça veut dire, périclite. Qu'est-ce que ça veut dire, périclite? Péricliter. Péricliter. Définition. Péricliter, verbe intransitif, aller à sa ruine. Cool. J'aime ça, ce mot. Constate qu'elle périclite dangereusement, surtout en province, de sorte qu'elle se crée au sein même de cette industrie une inégalité de revenus, de productivité
et de salaire et que cette industrie entretient un taux de chômage élevé. D'autres situations illustrent aussi comment les problèmes ouvriers sont de moins en moins liés exclusivement au contexte de l'entreprise et concernent davantage des questions comme la vitalité économique et industrielle de diverses régions. Pensons par exemple aux nombreux problèmes soulevés ces dernières années par la région de Saint-Jérôme, par les paroisses marginales gaspésiennes, par des événements comme ceux qui se sont produits en Cabano, qu'on va étudier quand on va lire sur les coops. Il faut encore ajouter que si, dans certains cas, des législations sociales spécifiques existent, elles ne sortent pas toujours accompagnées de moyens adéquats permettant de les appliquer, comme l'idée de mettre les professeurs dans formation de milieux défavorisés. Oublie ça. Tel est le cas de la loi du salaire minimum, dont trop peu d'inspecteurs surveillent l'application, de sorte que beaucoup de travailleurs et de jeunes travailleurs y échappent. Parce qu'ici, on a une loi pour aider les plus pauvres contre les intérêts matériels de tous les patrons du Québec. Qui gagne? Ben, on le voit ici. Et encore une fois, aujourd'hui, ils gagnent encore. C'est juste qu'au lieu que ce soit des travailleurs que les inspecteurs ne vont pas voir, on parle de travailleurs racisés, des femmes, des immigrants, des employés d'agences de placement, qu'on va payer sous le salaire minimum, mais qu'aujourd'hui, c'est légal. Parce que, encore une fois, le gouvernement représente les intérêts bourgeois. Donc, que ce soit légal ou illégal, ça ne dérange pas, en autant que les patrons n'aillent pas à payer le salaire minimum. Puis on a tous travaillé dans des car wash, des restaurants, toutes sortes de compagnies qui ont du travail au noir, long comme le bras. Bref, le salaire minimum, s'il n'est pas enforcé, s'il n'est pas pris au sérieux, ben c'est comme n'importe quelle loi que la police ne force pas la population à respecter. Elle ne se fait pas respecter. Devant de tels problèmes qui menaient bien souvent à des situations conflictuelles, des mouvements sociaux d'opposition se sont mobilisés pour la défense des intérêts de la population sociale défavorisée, auxquels ne sont pas attentifs et ne peuvent l'être les partis traditionnels. T'es proche, t'es tellement proche, ne peuvent l'être les partis traditionnels. Colin que t'es proche. Donc, dans le fond, tous les partis capitalistes, tout le temps, les partis traditionnels. En effet, ces derniers desservent des clientèles des milieux sociaux favorisés ou des clientèles rurales très marginales. Absence d'analyse de classe ici, encore une fois. Propagande subtile. C'est aussi au sein de ces populations qu'ils trouvent leur propre personnel politique. Analyse libérale encore, propagande subtile. Les mouvements sociaux d'opposition cherchaient, quant à eux, à s'enraciner dans les milieux défavorisés. Analyse de classe, mais pas faite comme analyse de classe. Ils visaient des transformations économiques et politiques majeures qui ne perpétueraient pas la domination sociale. De qui? Dont avait réussi à profiter la classe moyenne technocrate. J'arrête de parler, c'est trop évident, j'arrête de parler. Depuis quelques années, le mouvement syndical s'est de plus en plus dirigé de ce côté. Ce fut l'expérience du deuxième front. Le front social et politique qui devait prolonger les luttes lancées au niveau de l'entreprise. Les syndicats ont ainsi organisé dans diverses régions économiques du Québec des comités d'action politique, des CAP, de base réunissant des militants de toutes les centrales syndicales. Ces expériences donnèrent lieu à des colloques régionaux où fut mis au point un ensemble d'objectifs économiques et politiques poursuivis par ces comités d'action politique. Et je vais mettre l'analyse de classe là-dedans. Ces CAP-là sont un organe de représentation politique des intérêts de classe de la classe ouvrière et non pas de la classe moyenne ou de la classe bourgeoise. Et donc, elles vont être de courte durée et elles vont se faire combattre par tout l'appareil étatique et tous les effets sociaux de la superstructure. Cette expérience fut précédée par celle des comités de citoyens. Oui, mais de quels citoyens? Des quels citoyens? Pas les citoyens de la classe moyenne. Bref, qui se sont organisés dans divers quartiers des grandes villes pour intéresser directement les citoyens à la solution de leurs problèmes économiques et politiques. Sur une base de classe. La mobilisation politique que devaient connaître de cette façon les classes sociales défavorisées. Tu vois, on continue avec la subtilité. Devait mener à la création du FRAP qui milite d'abord sur la scène politique montréalaise. Donc, on admet ici que le FRAP représentait les intérêts de classe des travailleurs et travailleuses, et non de la petite bourgeoisie, articulée par les intérêts de la classe moyenne. L'élection du 29 avril dernier devait cristalliser, si besoin était, le décalage existant entre les partis politiques traditionnels et les milieux sociaux défavorisés. Ainsi, on se souvient que le Parti libéral du Québec, qui prenait le pouvoir avec 47% du suffrage universel,
était fortement appuyé par la classe moyenne. Oui, oui, t'es presque là, t'es presque là, t'es presque rendu. Et, à Montréal, recueillait la quasi-totalité des votes de la minorité anglophone. Ah, c'est des proches. Ce fait révélait de façon évidente l'éloignement de ce parti des milieux sociaux défavorisés. Oh my god. Par ailleurs, les populations des... Ok, fuck it. Moi, je lis plus les milieux sociaux défavorisés. Je dis la classe ouvrière. Donc, il y a un éloignement entre le Parti libéral. Fuck it. Je fais le changement complet vers une analyse de classe. Le Parti libéral est absolument incapable et ne fait aucun travail pour représenter les intérêts matériaux de la classe ouvrière du Québec. Donc, ne cherche même pas à aller les chercher et à aller chercher leur support. Par ailleurs, la classe ouvrière du sud-est de Montréal votait très majoritairement pour le Parti québécois, lequel obtenait 23,5% du vote populaire, du vote de la classe ouvrière. Ça, populaire, ok. Parce qu'il y a quand même une petite bourgeoisie qui vote pour le PQ. Appuyant vraisemblablement et son programme nationaliste d'indépendance et son programme social plus audacieux que celui des autres partis. Donc, le meilleur parti accessible pour la classe ouvrière à cette époque-là, avec le meilleur programme qui a le plus d'intérêt matériel pour la classe ouvrière, c'est le Parti québécois. Ce qui est très triste, mais ce qui est l'état des lieux honnête de cette situation-là. Donc, le FRAP avait beaucoup de travail à faire et un parti politique, une tierce partie, sur des bases de classe, devrait être créé. Si ce parti avance certaines solutions précieuses au problème de la participation politique du Québec à la Confédération canadienne, on ne saurait d'emblée lui reconnaître un programme social conforme aux intérêts des milieux sociaux défavorisés. Donc, c'est un parti de petits bourgeois qui n'a pas vraiment un programme qui a des politiques pour la classe ouvrière. Puis le texte le reconnaît ici, sans le dire. On ne saurait d'emblée lui reconnaître un programme social conforme aux intérêts des milieux sociaux défavorisés qui l'ont appuyé. Donc, même si la classe ouvrière l'appuie, le parti ne représente pas les intérêts de la classe ouvrière parce que c'est un parti de petits bourgeois. Il semble, bien au contraire, que ce parti vise une indépendance qui serait davantage profitable à la classe moyenne technocratique. Magnifique. Ainsi s'illustre la position sur l'assurance santé, cette position politique sur la question de la masse monétaire consentie aux spécialistes était en deçà de la position gouvernementale. On sait que seule l'intervention publique d'un membre du Conseil national du parti devait aligner ce dernier sur une sur une ligne politique plus conforme à une politique salariale qui tient davantage compte d'un équilibre général plus juste des revenus au Québec. Donc ça, c'est une longue phrase pour dire que l'écart entre les riches et les pauvres des masses salariales est problématique. Donc, il faut un parti qui est prêt à représenter les intérêts des travailleurs et travailleuses pour que le corps salarial diminue. Mais qu'on va voir que le PQ n'a aucun intérêt à faire ça. À propos du bill sur l'usage de la langue française au Québec, Bill 63, on ne peut dire que ce parti a adopté une position très conciliable, d'une part, avec les problèmes que soulèvent les questions de la langue au travail et de la discrimination exercée contre les francophones, en ce qui a trait à leur promotion occasionnelle et d'autre part avec les lois linguistiques d'une majorité ethnique qui reçoit la part des migrants. Ben non, on se demande pas pourquoi. Dans l'ensemble, les tiraillements qui existent de plus en plus entre la députation officielle du parti et son conseil national manifestent que le parti est divisé sur la question de savoir de quelle clientèle sociale il défend ses intérêts. Subtil, subtil. Si ce parti avait voulu se faire l'expression politique de la classe ouvrière, oublie ton petit langage libéral, là, classe ouvrière, il lui aurait fallu un programme politique beaucoup plus démocratique et vigoureux au niveau de ses objectifs sociaux et économiques pour réduire les écarts existants entre les diverses classes au Québec. Tu vois ici le but libéral de ce texte qui est de la grande coexistence, la grande coopération. On est tous ensemble, même dans une même société, puis on existe, on coexiste, tout va bien, kumbaya. Ça, c'est une illusion. C'est triste parce que c'est à la base de ce qu'on lit, puis c'est pour ça qu'il n'y a pas il n'y a pas de revendication politique puissante d'un besoin d'un parti qui est ouvertement représentant de la classe ouvrière. Parce que c'est juste la classe défavorisée. C'est la même classe, c'est juste, ça donne qu'un défavorisé.
Bref, on peut conclure que le fonctionnement du système politique québécois ajoute aux contradictions structurelles issues d'une multiple domination économique ses propres contradictions structurelles, ce qui implique, comme on le verra en examinant la situation de Montréal, que les solutions politiques aux crises du Québec ne sauraient être efficaces sans des transformations majeures des structures économiques et politiques de notre société. Cette loi de la conjonction des contradictions structurelles s'applique encore très bien à l'action du gouvernement provincial au sein de la crise actuelle. D'autres textes traitaient plus directement de cet aspect des événements. Qu'il nous suffise de mentionner ici que, loin d'adopter une voie originale dans la solution de la crise, le gouvernement provincial, au mieux maintenant les contradictions en place, pardon. Ah, ok, je comprends. Le gouvernement provincial, au mieux, maintenait les contradictions en place par l'abandon aux autres ordres de gouvernement du pouvoir décisionnel et par le zèle écolier avec lequel il s'occupait de l'intendance. Je ne comprends pas ce qu'il veut dire. Muni par ceux qui décidaient de pouvoir juridique étendu, il interpellait et arrêtait les militants des mouvements sociaux d'opposition qui œuvraient dans les milieux défavorisés, qui œuvraient pour représenter les intérêts de la classe ouvrière. Donc on s'attaque constamment aux politiques de la classe ouvrière. C'est ça que tu es en train de dire. 3. Montréal. Mes camarades, ça fait 1 heure et demie que je lis et c'est un peu mon objectif que j'ai de lecture et participation à chaque jour. Donc je pense que je vais m'arrêter ici parce qu'on commence une 3e section. On a lu quand même une 15aine de pages, donc un bon progrès pour notre lecture. Alors en fait, j'aimerais vous remercier d'avoir été en ma compagnie aujourd'hui. J'espère que le texte est intéressant pour vous. Et je vais essayer de revenir demain pour continuer ce chapitre et continuer dans notre analyse de classe de ce texte qui est profondément libéral, mais qui a quand même une bonne observation des relations matérielles entre les différents groupes sociaux, mais qui s'obstine à jamais les regarder comme des intérêts antagonistes, mais veut seulement dire qu'il devrait y avoir plus de coopération dans notre société. Alors sur ce, je vous dis bonne journée et on se retrouve bientôt. Bye bye.